mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le mieux? Qui signe les livres ou bien le pull? Ne me dis pas que t'attends Riyad Satouf, là, c'est ridicule. On dirait une groupie, mais c'est pathétique, on va faire l'émission là. Oui, mais il est drôle, il est drôle. Oui, il est super drôle, mais c'est notre invité. On fera ça après. Un petit peu alors. Oui, mais après, sois discrète. Non, promets, c'est gênant, Monia. Non, mais un peu après. Quoi. Un peu après. Bienvenue au maternel, est-ce que vous allez bien? Oui. Ah oui, nous aussi, ça va. Au programme ce matin, des nuits rikiki, une grosse fatigue, une vie de couple aux oubliettes, ça vous dit quelque chose, hein? Et ben c'est le quotidien avec un bébé, c'est usant et forcément, le sexe, la sexualité n'est plus la priorité. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions via nos réseaux sociaux sur le sujet, alors on a décidé de vous inviter, on est comme ça, on vous invite sur le plateau, vous allez pouvoir interroger nos spécialistes. C'est notre forum sexo avec Nathalie. Elsa va revenir sur la polémique qui a précédé l'ouverture du Festival de la BD d'Angoulême. Pourquoi diable avait-on oublié les femmes dans la liste des concurrents pour le Grand Prix? On veut bien savoir. Joe et ses petits critiques ont vu en avant-première le dernier film d'animation Made in France, tout en haut du monde. Ça a l'air d'être un beau programme. Ils vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. Et puis dans le nouvel épisode de notre feuilleton, Carole dresse le portrait d'une des pédiatres de la maternité de Saint-Cloud. C'est une pédiatre de rêve, paraît-il. Et puis comme chaque jour, Monia, qui n'a pas encore d'enfant, part à la découverte de la maternité. Elle se pose des milliards de questions et bien sûr, elle n'a aucune limite, aucun tabou, mais vous avez l'habitude maintenant. Notre invité du jour est auteur de BD, on l'adore et dans son nouvel album, il croque la vraie vie quotidienne d'une petite fille de 10 ans et c'est pas triste. Bonjour Riyad Satouf. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau des maternelles. On vous lit, on vous apprécie beaucoup. On a plein de questions à vous poser sur l'enfance en général, parce que c'est votre passion, puis votre enfance aussi à vous. Mais avant, c'est une tradition dans l'émission. On voit ce qui s'est un peu passé sur les réseaux, ce qui nous a plu, déplu, et je crois que c'est Joe qui s'y colle. Ouais, alors je suis tombé sur une histoire assez émouvante sur les réseaux des maternelles, celle de Scarlett, une petite enfant californienne de 10 ans, pas de 10 ans, de 10 mois, enfin qui a ses 10 mois après sa naissance, a dû subir une opération du bras gauche qui a résulté par l'amputation de ce bras. Elle a donc désormais un seul bras, le bras droit, et elle a aujourd'hui 2 ans et elle se sort très bien de cette situation parce qu'elle a une famille aimante. Sa mère, Simone, a créé une page Facebook pour donner, parce que aux États-Unis, cette petite a attiré beaucoup la sympathie, donc elle a créé une page Facebook pour donner régulièrement. Voilà, elle a été médiatisée. Donc sa mère donne des nouvelles et récemment, la famille est tombée sur un reportage sur ce petit chat Doc et ils se sont complètement entichés de lui parce que ce petit chat n'a que 3 pattes. Oh. Et donc la petite Scarlett a dit mais moi j'ai envie d'avoir un animal de compagnie, un ami qui n'a que 3 membres comme moi. Et depuis, elle a un petit chat qui a 3 pattes, qui vit exactement comme elle, sa petite vie de chat. Et ce sont les meilleurs amis du monde. Et voilà, je trouvais cette histoire assez jolie, assez mignonne, assez tendre. Et vous pouvez retrouver la page de la petite Scarlett sur Facebook. Super émouvant. Ça assez rapidement et facilement. Ouais, c'est assez émouvant. Merci voilà, Joe. De rien. Monia, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que tu t'es posé comme question ce matin? Tout va bien. C'est une question émouvante, Monia. C'est quoi, on a peur tous les matins avec toi? Non. Aujourd'hui, je suis sage parce que je suis à côté de Riyad Satouf. C'est comme si vous êtes mon Ryan Gosling à moi. T'as la pression pour ta chronique alors. Elle nous parle de vous, mais tous les jours. On est toutes comme ça. Et on devrait l'inviter. Et Et quand est-ce qu'il vient? Non, mais après, j'ai aussi un boulot. Je vais vous le prouver. Alors, je me pose des questions. Par exemple, ce matin, en me rasant, je me suis demandé si les contes étaient compatibles justement avec notre vie d'aujourd'hui. Parce que justement... Pas les comptes en banque, les histoires. Non, les contes de fées. J'étais là. C'est pas sur la fiche. Alors, je recommence. Je me suis demandé ce matin en me rasant si les contes de fées étaient compatibles avec notre vie d'aujourd'hui. Parce que justement, j'ai raconté ce week-end, j'ai raconté un conte de Perrault à ma nièce. Et en tenant ce livre entre mes mains, j'ai justement saisi toute l'ironie de la vie. Parce que c'est vrai, en fait, quand on est petit, c'est un rituel. Avant de se coucher, c'est l'heure du Perrault. Alors que plus tard, quand on grandit, c'est l'heure... Vous la connaissez. Du coup, en lui racontant ce conte, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable décalage entre la vie que l'on a tous, notre vie actuelle, et les contes de fées. D'ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi on continue à leur raconter ces histoires? Parce que c'est vrai, par exemple, Blanche-Neige.
personne ne croit à cette histoire aujourd'hui. Aucun enfant ne va gober l'histoire de la pomme qui empoisonne Blanche-Neige. Les enfants savent qu'on peut mourir si on ne lave pas une pomme avec tous les pesticides qu'il y a dedans. On mange un mauvais sushi. Oui, non, ça, oui, il n'y a aucun lien. Mais oui, Sidonie. Souvenir personnel. Voilà. Pareil pour l'histoire du petit poussé. L'histoire complètement incompatible avec notre vie d'aujourd'hui à l'heure du GPS. Ils sèment des cailloux, t'as pas un smartphone comme tout le monde. Non, c'est pas possible. Géolocalise-moi, pareil. Ou bien l'histoire du chaperon rouge. Alors je me suis dit, en fait, en relisant le conte du petit chaperon rouge, je me suis dit, mais oui, mais c'est elle qui a inventé le verlan. Alors que tout le monde va chez sa grand-mère, elle allait déjà chez sa mère grand. Mais elle est yo, quoi, c'est Thug Life, Chaperon Rouge, je la kiffe tellement. Et autre histoire aussi, je me suis rendu compte que l'autre, la sorcière avec son miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, elle peut pas juste poster un selfie et voir combien de likes elle a sur Facebook, comme tout le monde. Et arrêtez de nous gonfler. Voilà. Et puis après, il y a une autre histoire, et là j'ai besoin qu'on en parle tous. Il y a l'histoire des 3 petits cochons. Mes parents ont toujours refusé de me raconter cette histoire. Bizarre. Bah, ils sont musulmans. Voilà, c'est fini. Merci. Riyad Sattouf, vous en racontez des histoires à votre petit garçon qui a 20 mois? Oui, je commence à lui en raconter. Mais alors, moi, j'étais persuadée qu'il serait beaucoup plus fasciné et intéressé par moi quand je lui raconte. Ah, par votre humour irrésistible. Mon humour irrésistible. C'est qu'avec les enfants des autres, à chaque fois, je fais des petites blagues, ils sont morts de rire. Et lui, il est beaucoup plus exigeant. Il est supérieur aux autres enfants, c'est bien. Mais il demande, faut que je bosse, quoi. Mais il veut pas vous faire rire? Vous arrivez à le faire? Ouais, mais une fois, avec une blague. Si je refais la blague après, il me regarde là de dire... On imagine l'enfant avec le carton, tu sais. 9 sur 10, papa. Je pense que votre fils veut prendre soin de vous, il veut pas que vous preniez la grosse tête, Riyad Sattouf. Ouais, je pense. C'est bien. Riyad Sattouf, c'est parti pour le festival de la BD d'Angoulême, on en a beaucoup parlé. On sait que vous avez eu un désaccord avec eux parce qu'il n'y avait pas dans la liste des prétendants au Grand Prix de femmes. Et vous avez bien raison. Elsa va revenir sur cette question tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler de vous, papa, de vos histoires, de ce qui vous passionne. D'avoir un enfant en bas âge, 20 mois, ça va, les nuits génial? Oui, il dort bien. C'est vrai? Ouais. Très équilibré. Ça se passe bien? Ouais, non, franchement, j'ai pas encore de... Ça a peut-être changé. Mais... Vous qui aimez raconter la vie des jeunes, là, vous avez un tout jeune, un tout bébé. Est-ce que vous avez fabriqué votre source d'inspiration? Vous le regardez en disant « Ouh, toi, je vais te croquer bientôt dans mes BD ». Mais alors, c'est marrant parce que non, je n'arrive pas à le prendre comme un personnage. Je le prends comme une personne. Alors je vois bien qu'il fait des trucs assez marrants, mais j'arrive pas à m'en moquer, par exemple. C'est vrai que quand je vois les enfants, et que je raconte les enfants des autres, qui ont toujours des têtes bizarroïdes, moi je regarde le mien, je trouve qu'il est magnifique. Et finalement, quand je revois les photos de lui plus petit, il y a 6-7 mois, il avait une tête ultra bizarre. Aussi, il était très moche, mais je me rendais pas compte. Donc c'est vrai que c'est pas au même moment, quoi. J'arrive pas à me dire... Riyad Sattouf, vous racontez votre vie et votre enfance en Libye et en Syrie avec un père syrien et une mère bretonne. L'arabe du futur, c'est vous? Petit blondinet, drôle de tête aussi ou pas? Quand j'étais petit? Ouais, mais j'étais très très beau. On n'a pas dit Je suis désolée, C'est vrai? J'étais blond platine, et en fait j'ai perdu tous mes cheveux au moment où ça aurait pu me servir à quelque chose. C'était à l'adolescence. Et c'est vrai que quand j'étais très jeune, j'étais somptueux, j'avais une immense coiffure de Brigitte Bardot. Toutes les filles me touchaient les cheveux tout le temps, quoi. Et à l'adolescence, ils sont devenus comme ils sont maintenant. C'est un succès mondial, cette BD en 2 volumes. Il y en aura sans doute un 3e, l'Arabe du futur. C'est une enfance rock'n'roll que vous avez eue quand même, entre 2 pays, 2 cultures. Pour un petit, c'est facile de faire la synthèse comme ça entre 2 pays, 2 cultures, 2 parents qui n'ont pas forcément les mêmes envies? Non, mais je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on est enfant. En fait, on est content d'être avec ses parents et donc... c'est vrai que la vie n'était pas très routinière, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de souvenirs, parce que quand je vois la vie de mon fils, par exemple, c'est tous les jours pareil. C'est-à-dire le matin, il se réveille à la même heure, il mange le truc. Et chaque jour est le même. Et sauf qu'il avait... Moi, c'était tous les jours différents. C'est-à-dire à chaque fois, il se passait un nouveau truc. On devait partir quelque part, on partait en Syrie, le lendemain, Voilà, donc c'est vrai que c'était... Dès votre plus jeune âge, parce que votre enfant, finalement, il est tout petit. Peut-être que sa vie va devenir plus rocambolesque par la suite. Non, je sais pas. C'est vrai que mais je crois que l'absence de routine fait qu'on est peut-être plus stimulé. Je sais pas. Ouais. Ou dans l'insécurité. Ou dans l'insécurité aussi, peut-être aussi. Ouais, vous sortez une nouvelle BD, Riyad Sattouf, Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 10 ans. C'est aux éditions Alary. Esther, c'est une petite fille
qui existe dans la vraie vie. Vous l'avez rencontrée? Oui, c'est la fille d'un couple d'amis à moi. Et un soir, elle est venue dîner chez moi avec ses parents. Et en fait, elle avait grandi, elle était très volubile. Elle s'est mise à me raconter toutes ces histoires d'école, de copains, les marques qu'elle aime bien, les jouets, les chanteurs, etc. Et en fait, c'était comme si je débarquais sur un terrain en terre inconnue. C'était tout sauf banal? C'était génial, vraiment. Ah ouais. Je me suis dit que j'allais en faire une bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a étonné dans sa vie? De manière un peu égocentrique aussi, je voulais me mettre en parallèle avec l'histoire de l'Arabe du futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une jeunesse en France, quand moi j'ai raconté ma jeunesse au Moyen-Orient, et quels sont les points communs, les différences, surtout pour une petite fille, parce que, voilà. Ce qui est amusant, par exemple, c'est qu'elle a décrit son institutrice qu'elle trouve très très moche. Et vous, quand vous décrivez votre institutrice dans l'Arabe du futur, elle a la peau toute douce, mais elle vous frappe. C'est assez frappant, quoi. C'est assez marrant, les différences de... Parce que finalement, les grands principes restent quand même toujours les mêmes. Ouais. Moi, ce qui me stupéfiait, c'était que ce soit en Syrie, dans un petit village à côté de Homs, ou dans une école privée à Paris, comme elle-même le raconte, les garçons et les filles sont séparés, ils ne se parlent pas et se détestent. C'est-à-dire, voilà, les garçons jouent au foot, c'est le garçon qui ne joue pas au foot est un peu exclu, les filles doivent parler entre elles. Enfin, c'est les mêmes grands principes. Et alors, parmi ces histoires que vous racontez, ces histoires qu'Esther a vécues, il y a celle de la commémoration à l'école du Charlie. La commémoration du Charlie. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle n'a pas tout compris de ce qui s'est passé, on ne l'a pas bien expliqué à l'école? Non, mais la vraie Esther n'a pas le droit de regarder les informations, elle n'a pas le droit d'avoir un téléphone portable. C'est ce qu'elle désire le plus au monde, pourtant, avoir un téléphone portable. Et donc l'actualité et les événements du monde lui arrivent par les autres, ou par l'école, ou par des biais, ce qu'elle voit dans la rue, etc. Donc, mais elle essaye, quand elle me raconte des histoires, d'avoir l'air très sérieuse. Donc là, elle me disait, il y a eu un attentat sur le Charlie. Le Charlie a été tué, et donc elle me raconte tout ça, la minute de silence dans son école, elle ne comprenait pas du tout, en fait, les autres élèves aussi ne comprenaient pas ce qui s'était passé. C'est marrant, ce regard un peu décalé, innocent sur un drame. Elle en rigole, Esther, là, de la voir comme ça dans la BD. J'imagine que vous lui en avez offert une, j'espère, parce que alors, ça, quand même, vous faites des sous, mais elle doit rigoler quand même de se voir croquer en BD. En fait, pendant un an, je ne lui ai pas montré du tout. Alors, disons qu'elle ne m'a jamais demandé de lui montrer. Mais je lui ai montré l'album une fois terminé. D'accord. Elle l'a lu, alors c'est un peu prétentieux, mais elle a adoré. Le seul truc qu'elle m'a dit, ouais, mais enfin maintenant, c'est plus Réponse, hein, mon film préféré. C'est génial. Voilà, elle a grandi. Et les parents, Riyad Satouf, les parents d'Esther, ils ont découvert des choses sur leur fille, sur le quotidien de leur fille, forcément. Oui, et en même temps, je lui demande jamais des histoires qu'elle ne leur raconterait pas. En fait, je tiens vachement à l'école. Oui, mais c'est vrai que non, les parents sont quand même un peu au courant. Ils sont là, les parents. L'histoire de YouPorn, par exemple, ce qui lui revient dans l'oreille, elle remet ça à table avec le frère. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des élèves qui sont moins protégés que d'autres et qui sont mis en contact avec des élèves plus protégés. Et comment ça se passe? Il y en a un qui a son téléphone portable, il peut regarder partout n'importe quoi sur Internet, il le montre à des enfants qui regardent toute la journée Réponse, donc ça fait forcément un clash de civilisation. Elle trouve le mot sympa, alors elle en joue un peu, et puis elle se retourne quand même contre elle quand les copains arrivent. Ah bon, tu connais YouPorn? Et là, je parte. Riyad Satouf, dans votre œuvre, il y a deux points communs. On parle beaucoup d'enfance, et ce sont toujours des histoires vraies. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'enfance? C'est la naïveté, et la candeur et la cruauté des enfants et l'imagination? Oui, puis c'est aussi peut-être qu'à travers le regard des enfants, quand on se met à leur niveau, on voit l'absurdité de certaines choses, en fait. C'est un petit peu comme Goscinny faisait ça avec le petit Nicolas. Quand on regarde des comportements d'adultes, quand Esther me décrit des comportements d'adultes que je connais avec ses propres mots, je me dis, mais c'est vrai que c'est aberrant. Il y a des choses complètement folles, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, je crois que c'est un regard frais. Bon, question complètement fausse. Est-ce qu'on va avoir un Arabe du futur 3? Parce que nous, ça ne nous suffit pas. Hein. Mais... oui, cette année, maintenant. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous garde avec nous. Vous publiez L'Arabe du futur 2, Les Cahiers d'Esther chez Alary Éditions. Et puis, vous avez râlé. Vous avez râlé parce qu'il n'y avait pas de femmes dans la liste des prétendantes au Grand Prix du Festival Angoulême. Et on vous a adoré pour ça.
aussi. Riyad, je vous aime. Mais exceptionnellement, je vais être polygame. Si ça vous embête pas. Bah oui, je vais aussi aimer Johan Sfar, Daniel Close, Charles Burns, Étienne Davodo, qui, comme vous, se sont manifestés en refusant d'appartenir justement à cette sélection des primés pour le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Donc ils sont tous déprimés. C'est bien. Mounia sort de ce corps. Non mais bref, donc voilà, tous ces auteurs, dessinateurs, croqueurs ont décidé de se rebeller. Et voilà, donc toc, un petit coup pour les pouces crayons et c'est pas plus mal. Alors je sais que vous vouliez pas trop en parler parce que voilà, ça enflait, etc. et que vous êtes super humble par rapport à ça. Donc c'est tout à votre honneur. Alors c'est moi qui vais en parler si ça vous ennuie pas. Donc comme chaque année, l'organisation du Festival d'Angoulême propose une sélection d'auteurs qui vont être récompensés dans le cadre de ce Grand Prix sur toute leur œuvre. Voilà. Et donc on propose cette sélection, sauf que cette année, comme tant d'autres années, en fait, il n'y avait pas de femmes dans cette sélection. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Riyad est monté au créneau via sa page Facebook en disant que, bah voilà, puisque cette sélection n'était pas paritaire, il décidait lui-même de ne plus en faire partie. Et là, pas mal de dessinateurs vous ont emboîté le pas aussi, et ça faisait résonance par rapport à un collectif en fait d'auteurs de dessinatrices aussi, qui avait créé un collectif, vous savez, qui s'appelle BD Égalité, et qui elle-même voulait, elle aussi, en arrêter avec tous ces stéréotypes sexistes dans le monde de la BD, et notamment dans le cadre aussi des festivals. Parce que figurez-vous qu'à Angoulême, il y a seulement 2 femmes qui ont été primées dans ce fameux Grand Prix du jury, Florence Sestac et Claire Bretéché, en 43 ans d'existence quand même. Hein. Ça fait un peu. On a peut-être moins de talent, tout simplement, Elsa. Non, mais c'est ça, je pense. Ça doit être ça. Non, mais les filles sont plus des muses. Ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que devant la polémique qui a pas mal enflé, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, même dans beaucoup de journaux télévisés, etc. Eh bien, en fait, l'organisation du festival, elle a fait un peu machine arrière, quoi, avec un gros mea culpa en disant on va tout arrêter, vous inquiétez pas, on va virer tout ça. Finalement, tout le monde pourra voter pour qui il veut, comme ça, pour son confrère, sa consoeur, il n'y aura pas de problème. Pas besoin de vous mettre une liste, vous allez faire comme des grands et ça va être génial. Le délégué général aussi, en fait, du festival s'est défendu de faits de sexisme et de misogynie dont il était en fait accusé via cette sélection dans le JDD, en révélant qu'au final, les femmes étaient assez peu présentes dans l'univers de la BD, puisqu'il n'y a que 13% des publications de BD qui sont faites par des femmes, alors que lui, organisateur du festival, il ouvrait ça à peu près 23% qui pouvaient venir présenter leurs ouvrages. Bref, on a un seul truc à dire, c'est qu'il faut que ça continue à bouger et que les femmes n'hésitent pas à prendre le crayon. Et moi, j'avais envie de vous dire 2 choses, en fait, Riyad. La première, c'est que, je suis hyper contente que ce soit des hommes qui montent au créneau, justement, parce que depuis le temps qu'on n'arrête pas de dire que c'est ensemble qu'on fera bouger les lignes, et ça, c'est canon. Et la deuxième chose, j'espère que vous allez donner une idée, en fait, à Éric Emmanuel Schmitt et à Virginie Despentes, qui intègrent le jury du prix Goncourt, qui, me semble-t-il, lui, n'est pas paritaire. Du coup, la sélection n'est pas très paritaire non plus. Et au final, je crois que le prix n'est pas paritaire non plus. Voilà. Yad Satouf, quand vous avez vu cette liste, ça vous a pris comme ça? Enfin, je veux dire, c'était un coup de gueule? Disons que, en fait, comme vous l'avez dit, mais Claire Bretéché n'a jamais eu le Grand Prix. En fait, elle a eu un prix un co-prix, oui, d'honneur, genre le César d'honneur, quoi. Ouais. Et en fait, comme cette année, c'était la première année où moi j'intégrais la liste des nominables. J'ai trouvé ça incroyable que de passer avant Bretéché, par exemple. Ouais. Et donc je me disais, je peux pas rester. C'est comme j'entre dans un bus, il y a que des mecs, je ressors. C'est pas possible. Voilà, c'était un réflexe de tout de suite. Il y a des auteurs femmes immenses qui n'ont pas été récompensés. Il y en a plein. Moi, même les nouvelles générations. Alors, Bretéché, c'est vrai qu'il y a des auteurs femmes qui sont connus internationalement. Et pas forcément connue massivement en France, comme ça. Mais vraiment, Claire Bretéché, c'est la plus célèbre. Mais il y a l'anglaise Posy Simmonds qui a fait des romans graphiques magnifiques, qui ont été adaptés au cinéma. Il y a la Canadienne Julie Doucet, qui est une Canadienne qui a fait des bandes dessinées autobiographiques. Elle a influencé toute la bande dessinée indépendante mondiale depuis les années 90. Mais c'est pas forcément quelqu'un très populaire. C'est pour ça qu'il faut leur rendre hommage ce matin. Elle a influencé les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas une femme. C'est une grande auteure, quoi. Vous êtes satisfait de la décision du festival d'Angoulême? Je sais pas trop. Oui, on peut. Mais je crois qu'on peut toujours pas voter pour Claire Bretéché, donc c'est un peu bizarre.
Moi, je veux voter pour Cabrel. Voilà, Un autre statut Facebook. Allez, on vous emmène au cinéma avec les petits critiques du cinéma. Et Joe, qu'est-ce que vous êtes allé voir, bande de vénards, encore cette semaine? Eh bien, cette semaine, on emmène les enfants voir un film français d'animation. Pas le dernier, mais le nouveau film français d'animation. J'espère que ce ne sera pas le dernier, qu'il y en aura plein d'autres derrière. Ça s'appelle Tout en haut du monde. Tout en haut du monde, qui est un récit d'aventure réalisé par Rémi Chaillet. On y suit l'échappée de Sacha. Sacha, c'est la jeune blonde, une jeune aristocrate que vous voyez sur l'affiche, une jeune aristocrate du futur, russe, qui est un petit peu enfermée dans son palace à Saint-Pétersbourg et qui va se rebeller contre sa famille et décider de partir à la recherche de son grand-père, qui est un grand explorateur qui s'appelle Oloukhin et qui est parti à la découverte du pôle Nord avec son légendaire navire, le Davaï. Et donc, la route de cette jeune Sacha va évidemment se diriger vers le pôle Nord, tout en haut du monde. Je vous propose qu'on en regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. J'espère qu'elle sera digne de son rang. Elle est si imprévisible en ce moment. C'est pour sauver l'honneur de ma famille que je dois ramener le Davaï. J'aimerais que tu vois ça, ma petite Sacha. Et avec ça, je suis plus convaincant. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et je me disais, Riyad Satouf, vous venez de la bande dessinée, vous êtes passé derrière la caméra pour réaliser des films. Est-ce que l'animation, c'est quelque chose qui vous attire ou pas du tout? Oui, mais c'est très long à faire. Ouais. En fait, donc, j'aimerais bien faire l'Arabe du futur en dessin animé plus tard, peut-être, quand j'aurai fini. Plutôt que de l'adapter en film live. Oui. D'accord. Alors, Tout en haut du monde, revenons à ce film qui moi, m'a beaucoup plu, qui a plu à pas mal de monde et au jury du Festival d'Annecy 2015, puisqu'il est reparti avec le prix du public. Mais ce film a-t-il reçu l'approbation du jury le plus impitoyable de l'Ouest? Vous vous doutez bien que je parle de nos petits critiques qu'on va retrouver tout de suite. Les petits critiques à la rencontre du pôle Nord. C'est un sujet réalisé par Soraya Benzinan, Romain Dufresne et Vianney Delécluse. Tout en haut du monde, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu son grand-père et qui va à la recherche de son grand-père au pôle Nord. C'est un genre d'histoire d'aventure, surtout d'aventure et d'amour. On rentre vite dans l'histoire parce que ça nous prend vite, on s'attache vite au personnage et on a envie de savoir ce qui se passe à la fin, quoi. C'est assez inattendu comme histoire parce que dans ce film-là, il y a une fille qui s'appelle Sacha et qui au début est bourgeoise et qui va passer de bourgeois à matelot. C'est un dessin animé qui m'a passionnée, on va dire ça, parce que de voir une fille de 15 ans qui peut retrouver un bateau et qui quitte sa famille, c'est courageux. L'héroïne, je l'ai trouvée courageuse mais un peu folle. Parce qu'à des moments, elle fait des trucs un peu bizarres. Par moments, l'histoire, il y a quelques longueurs. On s'endort un peu, surtout dans les moments où elle part vers le nord. C'était un peu ennuyeux à des moments. Enfin, très ennuyeux parce qu'il y a des moments où c'était pareil qu'à d'autres moments. C'est toujours quelqu'un en colère, quelqu'un qui était super gentil avec toi. Alors moi, je trouve que c'est pas un dessin animé où on s'ennuie, parce que à chaque fois, quand il y a des moments qui suivent, si ça devient un tout petit peu long, il y a quelque chose après qui se passe. Les graphismes, je trouve ça sympa. C'est pas très détaillé, mais on arrive à bien comprendre quand même. C'est assez nouveau, on voit pas ça souvent. J'ai trouvé que c'était un joli dessin animé, sauf que les pieds, j'ai trouvé que c'était mal dessiné, qu'on voyait pas les pieds avec tous les détails. Moi, j'ai vraiment tout aimé parce que c'était très bien fait à part les chaussures. Alors la musique, j'ai vraiment aimé. Et pour vous dire d'ailleurs que j'ai vraiment aimé, avec papa, on a regardé sur le téléphone et on a appuyé sur Shazam et on a regardé toutes les musiques. La musique, superbe. Pour finir, je dirais que ce film-là, c'est un film poétique, avec de la joie, de la tristesse. C'est un dessin animé d'aventure, d'action, de courage. J'ai mis une note de 8,5 et j'ai enlevé 1,5 point pour les longueurs. 10 sur 10 parce que j'ai vraiment aimé le film. Même s'il y avait des petits moments avec les dessins animés qui n'allaient pas trop, comme les pieds. 9 3/4 sur 10 parce que il y a vraiment des moments ennuyeux. 8,5 sur 10 parce que j'ai bien aimé le film. 10 sur 10 parce que le film m'a vraiment plu. Bon, cap sur le Nord. Tout en haut du monde.
Voilà, donc si vous voulez que nos petits critiques apprécient votre film, pensez à bien dessiner les pieds. Parce que vous pouvez faire un film formidable de bout en bout si les pieds sont pas bien dessinés. Mais ils sont toujours les détails, les enfants, t'as remarqué Ils partent sur les détails. Tout était bien, sauf les pieds. C'était pas fou. J'ai trouvé ça moyen. Dur à dessiner. Attention, Riyad, les pieds dans les dessins. Au-delà de ça, ils ont trouvé ça vachement bien. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Je vous conseille d'aller le voir, c'est un très très beau film. Et puis, c'est peut-être le moment de soutenir une fois de plus un film d'animation made in France. C'est pas plus mal, avec Disney qui revient bientôt. Allons-y pour le moment, tant qu'on le peut. On va saluer Riyad Satouf, le Français du futur, qui doit nous quitter. Merci beaucoup, c'est un bonheur de vous avoir dans vos bras. Il y a toutes nos BD que vous devez signer. Vous avez un peu de travail avant de partir. Vraiment, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Surtout qu'on ne dit pas, mais c'est que pendant les coulisses, on était tous en train de faire des selfies avec. Voilà. Oui, bon. Oui, voilà. Voilà, écoute, on se fait plaisir aussi quand on aime. Carole. On va se faire plaisir. On va voir si vous avez suivi, parce qu'effectivement, c'est un quiz ce matin. Tu l'as dit dans le sommaire, mais je suis pas sûre qu'ils aient tous écouté. Si, une super pédiatre. Tu donnes la réponse. Mais je savais. Oui, parce qu'on tire des portraits dans cette série. Donc, on a eu, vous avez eu l'auxiliaire de puéricultrice, la sage-femme, vous avez eu la chef de service, et aujourd'hui, la pédiatre. Et alors, une pédiatre exceptionnelle pour ce portrait, c'est le docteur Harvey. C'est vraiment la pédiatre que tous les bébés rêvent d'avoir. Je vous jure, c'est pas survendu. Avant d'être né, il on veut Harvey. On va coucher là. Donnez-nous Harvey. C'est le docteur Mamour des enfants, quoi. Exactement. Regardez ce reportage de Pauline Merle, Romain Dufresne et Charlie le Méga. Bonjour Carole. Bonjour docteur Harvey, je vous ai pris le petit café du matin. Ça c'est une bonne Je sais que vous êtes timé. Le docteur Béatrice Hervé est pédiatre à la maternité depuis 27 ans et elle déborde d'énergie. Hop, et vous prenez tout le temps les escaliers, docteur Harvey? On m'a appris que si l'ascenseur se bloque ou tombe en panne, je ne serai pas libre, donc toujours les escaliers. Et il faut avoir la forme parce que le docteur Harvey est amené à travailler sur les 4 étages de l'hôpital. Ce matin, sa première visite est pour Raphaël. Bonjour. Né il y a 48 heures, c'est le premier bébé de Fatima. Papa, il vient d'où? Papa, il est vietnamien guinéen. Ah, je suis marocaine portugaise. Ça se voit. C'est mignon. Là, tu es en train de te dire, mais c'est qui celle-là? Il fronce les sourcils. Oui. C'est qui? Ben, c'est Béatrice. Hein? Regarde. Voilà. Docteur Harvey, vous avez l'habitude d'ouvrir et de fermer les bodys. Hein. Oui, j'ai même vu l'évolution dans les bodys. Et c'est celle-là, c'est cette forme-là qui est restée la plus... Le cache-cœur, c'est le mieux? Oui, c'est le mieux. Et vous vous lassez pas de voir tous ces bébés? Jamais. Comme toujours, le docteur Harvey profite de l'examen médical pour donner quelques conseils aux parents. Le cœur parfait, maman. C'est bien de le mettre en position ventrale quand il est réveillé dans la journée pour lui permettre de faire cette gymnastique. C'est lui permettre de bien garder le tonus qu'il a au niveau du cou, acquérir un bon tonus au niveau du dos. Ça prépare la position assise. Regardez comme il se débrouille bien. Lors de la visite, le docteur Harvey passe tout au crible. La marche, le tour de tête et la vision. Mais malgré toute son expérience, quand elle est devenue maman, la pédiatre a elle-même douté. Parce que quand on regarde son enfant, la première fois, on se dit, là, je sais pas si ça marche comme ça. Son enfant? Ouais. J'ai mis 3 jours à me dire que mon aîné, c'était mon enfant. Vous avez mis, vous aussi, 3 jours. Ah, ça nous rassure. Ouais, mais je suis tout le temps avec des bébés dont je m'occupe et c'est pas le mien. Donc là, j'ai mis 3 jours à me dire, mais si, celui-là, il est à toi. Il est à toi. Le docteur Harvey prend le temps nécessaire avec chaque maman et chaque petit patient. Mais il faut réussir à voir tout le monde. Et le nombre de visites peut varier entre 3 à 10 par jour. Je réussis malgré tout à offrir un autre petit café à notre pédiatre pour en apprendre un peu plus sur elle. Docteur Harvey, expliquez-moi comment vous avez voulu devenir pédiatre. Je suis très curieuse. C'est une vocation ou pas? Oui, je pense que oui. Sauf que je ne l'ai jamais dit parce que ma sœur faisait toutes 3 ans devant moi. D'accord. Et elle a voulu faire médecine. Donc j'ai dit, bon, enfin j'ai pas dit justement. Pas que je copie. Voilà, alors je devais soi-disant être professeure de maths. Donc j'étais inscrite en maths sup. Et puis
au moment où il a fallu rentrer en maths sup, j'ai dit, en fait, moi aussi, j'aimerais bien faire médecine. Donc j'ai fait médecine. Une véritable vocation. Pas facile à concilier avec la vie de famille. Pourtant, le docteur Harvey a 4 grands-enfants. J'ai des enfants qui ont voulu faire médecine. Et là, en fait, c'était une reconnaissance pour moi de ce que je les avais pas trop, non pas fait souffrir, mais pas trop manqué. Parce que c'est un métier très prenant. Oui, oui. Et qu'on a le sentiment de ne pas être présent pour les enfants. Beaucoup. Et je me dis que si eux veulent refaire ça, eh ben, c'est que finalement, ils n'en ont pas trop souffert. Il y aura donc bientôt une nouvelle génération de Dr Harvey. Et pour la suite des confidences, rendez-vous demain. Et oui, c'est difficile d'être pédiatre. Je vous rappelle quand même qu'une journée de pédiatre, c'est 10 heures pour le type de garde que j'ai suivi avec elle, mais aussi, quand on est aux urgences, c'est 24 heures. Ouais. Donc, il faut être motivé. 4 enfants, plus ce genre de rythme. Bravo, le docteur Hervé. Ouais. Donc, on va voir quand même un autre épisode avec elle, parce que vraiment, elle le mérite. Oh oui. Toutes les nuits sans sommeil, on sait bien tout ce que c'est, hein, les biberons, les couches, le travail, la maison à gérer. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir du temps pour soi quand on a un bébé et encore moins d'avoir du temps pour le sexe, les câlins, la sexualité. Il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui voient leur libido diminuer ou changer après l'arrivée de leur enfant. Et forcément, ça nous pose des questions, évidemment. Et ces questions, on a le luxe de pouvoir les poser au maternel. Oui, et ce qu'on va voir, c'est que surtout, tout est améliorable. C'est la bonne nouvelle du jour. Et c'est probablement notre invitée Alexandra Hubin. Bonjour, vous êtes docteur en psychologie. On a adoré votre livre, vous le savez, ça s'appelle « Je sexo-positif ». Donc là, on est toutes remontées. On va en parler ensemble, mais ce que je vous propose, c'est d'écouter la réaction de nos téléspectateurs d'abord. Elle n'est pas chouette, votre question du tout. Elle est pas Non, c'est différent. C'est absolument nul après l'accouchement. Faut être très clair. Hein. Ça n'a rien de plaisant d'abord parce que quand vous allaitez, je vous passe les détails, mais c'est pas très funky. Donc je pense qu'il faut du temps pour se retrouver. C'est un sujet qu'il faut pas négliger, qui est pas simple à aborder et qui nécessite un peu beaucoup même de communication pour le couple. Je crois pas que ce soit mieux. Je pense que c'est très différent. Ah, c'est pas simple. Comment renouer avec son désir? On en parle ce matin sur le plateau des maternelles avec plusieurs invités. C'est notre forum sexo. À plus, les amis. On reste à l'écoute. Maintenant, vous avez écouté. Ah oui. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. Alors, vous posez beaucoup de questions sur votre sexualité depuis que vous êtes parents. Ça tombe bien, notre sexologue Alexandra Hubin est là pour répondre à toutes vos questions. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Laetitia et Alexandre, vous êtes les parents de 2 enfants, Maëva et Nathan. Vous venez de l'Essonne et puis vous en attendez un 3e. Félicitations. Vous êtes enceinte de 7 mois, c'est ça? C'est ça. Je vais vous poser des petites questions indiscrètes, si vous le permettez. Laetitia, comment va votre libido en ce moment, alors que vous êtes enceinte? Ça va, justement. Quand je suis enceinte, ça va. Ouais. J'ai souvent envie, mais j'ai pas forcément tout à fait vraiment le droit parce que j'ai un col assez fragile. Ouais. Donc j'essaye de me contenir un petit peu, mais c'est vrai que j'ai souvent envie quand même. Et quand vous dites, justement, alors vous avez souvent envie quand vous êtes enceinte, mais après l'accouchement, c'est une autre histoire, c'est ça? C'est ça, ça se gâte. En fait, j'ai l'impression juste que mon corps, que j'ai plus le droit de donner mon corps pourtant à mon homme. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette impression-là de ne plus avoir le droit de faire l'amour avec lui, que je suis que maman, que je suis plus une femme. Et vous, Alexandre, pendant les grossesses de Laetitia, vous avez très envie d'elle? Oui, c'est comme tout homme, hein, et puis comme tout couple. Et ce qui est difficile en tant qu'homme, voilà. Ce qui est difficile, c'est? C'est difficile, c'est frustrant. C'est frustrant, oui. C'est de tout ça dont on va parler. On va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Alexandra Hubin, comment expliquer que certaines femmes ont beaucoup de désirs pendant la grossesse et puis d'autres non? En fait, tout notre ressenti est multiplié. Donc c'est vrai qu'on est très autocentré. Hein. Quand on est enceinte, on va aimer ressentir que ce soit son bébé bouger, mais aussi d'autres signaux. Et notre machine chimique, parce que notre corps, il n'y a rien à faire, c'est quand même une machine chimique aussi, elle va produire des hormones et des hormones qui peuvent créer comme un petit bouillonnement aussi pour notre libido. Et donc voilà, toute cette concentration qu'on peut avoir, que ce soit physiologiquement ou psychologiquement, peut nous donner une libido qui est plus grande. Alors toutes les femmes, c'est pas le cas. Hein. Certaines vont plutôt ressentir
un petit peu des bobos durant leur grossesse, hein, tous des symptômes pas très agréables qui vont donc plutôt limiter leur désir sexuel, mais aussi on peut ressentir avec un exponentiel des sensations et donc un désir sexuel. Laetitia, vous nous disiez que pendant la grossesse, c'est super, vous avez très envie de faire l'amour, et puis finalement, après l'accouchement, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Vous avez déjà eu 2 enfants. Après chaque accouchement, le désir, pour Alexandre, revient au bout de combien de temps ? Alors, pour ma fille, ça a mis vraiment du temps. Ça a dû mettre dans les 9 mois pour revenir vraiment, entre guillemets, à la normale, parce que c'est jamais revenu, en fait, comme au tout début. Hein. C'est jamais revenu pareil. Pour mon fils, c'est revenu, ça a pris du temps aussi. 7-8 mois, pareil. C'est assez long, donc là, c'est vrai que j'appréhende un petit peu... Oui, le troisième accouchement. Le troisième accouchement, que ça recommence, et j'aimerais bien qu'on retrouve la sexualité qu'on avait avant, donc... On est jeune, donc c'est... Vous avez le sentiment que votre corps change. C'est ça qui fait que vous avez du mal à oui, c'est ça. Déjà, j'accepte pas mon corps enceinte. Et alors après, en ayant accouché, c'est pareil. C'est encore pire. Donc me montrer, je pense que ça fait aussi partie du fait que j'arrive plus à avoir envie, en fait. Vous n'êtes pas en accord. Alexandra Hubin, comment expliquer que certaines femmes, comme ça, après l'accouchement, on voit bien un problème de kilos, c'est vrai que ça aide pas, si on en a. Je ne suis pas sûre que vous en ayez, mais bon. Mais d'une façon générale, comment expliquer que certaines femmes aient tant de mal à se réapproprier leur corps ? Parce qu'il a vraiment changé, parce qu'elles ne sont plus les mêmes, pourquoi ? Oui, et quand vous dites certaines, j'ai envie de dire beaucoup. En fait, c'est vraiment une réalité. Et votre témoignage est beau parce qu'il nous rappelle qu'en tant que femme, notre désir sexuel, il va être fluctuant et que donc on peut avoir des moments où on a plus de désir ou moins de désir. Et la période juste après bébé est un moment où notre désir sexuel peut être un petit peu plus fragile. Entre autres, parce que notre corps, il a subi quand même de nombreuses transformations. Et je pense qu'on ne nous le dit pas assez qu'à la sortie de la maternité, notre ventre, il n'est plus de nouveau plat. Nos seins, ils vont, en fonction de si on allait ou pas, ils vont plus non plus avoir la même forme. Et donc, on peut avoir beaucoup plus de difficultés à se sentir encore désirable. Et pourtant, le regard de l'homme, que l'homme va nous poser, va poser sur nous, c'est un ingrédient important pour avoir un désir sexuel. C'est parce qu'on se sent désiré qu'on a envie d'avoir un petit moment d'intimité sexuelle avec l'autre. Et donc, pouvoir se regarder dans la glace et se dire, oui, je comprends qu'il me désire pour ma chute de rein. Mais il faut se sentir bien. On a surtout du mal à le croire, en fait. Nathalie, il faut se sentir bien dans son corps aussi pour avoir envie de faire l'amour avec nous. C'est pas que le regard du conjoint sur soi, c'est comment on se sent nous dans notre corps. Et on doute. On doute. Et on doute. De ce regard de l'autre. On se dit, il se force un peu, quoi, parce que franchement, c'est pas possible. Et justement, en fait, en sexo, on va vraiment inviter les femmes à se regarder à travers le regard de leur homme. Donc, comme aller piquer leur paire de lunettes et dire, tiens, moi, quand je me regarde dans la glace, je vois uniquement mes défauts. Parce qu'on est un peu formaté à ça. Donc, on compare à la limite avec des mannequins et tout ça, qui, elles ont à peine accouché, elles ont de nouveau un corps de rêve. Et là, on se regarde dans la glace, on dit, voilà, moi, c'est pas comme ça, et pourtant, ça fait déjà quelques temps que j'ai accouché. Et donc, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes. Mais si, par qu'il on se dit, tiens, mon homme, il est en érection quand il me regarde. Donc ça veut dire qu'il me trouve désirable, il me trouve excitant. Et donc pouvoir se regarder dans le regard de son homme, c'est déjà avoir un regard qui est beaucoup plus positif. Se décentrer un peu de notre image. Alexandre, vous avez aidé votre compagne à se réapproprier son corps. Qu'est-ce que vous avez fait pour peut-être justement lui dire « Allez, viens » Donc déjà par la patience, pour lui montrer que j'étais patient, que je l'aimais et que moi, son corps me plaisait. D'accord. Et c'était des mots, vous essayez de la caresser pour la reconquérir comme ça. Alors la patience, super, attendre un petit peu. Puis en même temps, je pense qu'au bout d'un certain temps, il y a la patience. Mais... Donc c'était des mots, c'était des discussions ensemble pour avoir des explications sur le pourquoi du comment. Ouais. Après l'accouchement. Et en tant qu'homme, c'était une grosse remise en cause pour vous, le fait qu'il y ait une absence de désir post-accouchement comme ça ? Oui, c'est une grosse remise en question, parce qu'on se pose toujours des questions. On se dit, est-ce que c'est moi qui est plus désirable ? Est-ce qu'il y a toujours de l'amour ? Est-ce qu'elle voit que les enfants ? Ou est-ce que... je suis toujours là, quoi. Je fais toujours partie de sa vie.
Ouais, ça peut être une remise en cause très forte. Hein. Tout à fait. Certains hommes peuvent complètement se sentir rejetés, en fait. Et c'est important de pouvoir communiquer, effectivement, comme vous l'avez fait, pouvoir mettre des mots sur des choses, pouvoir se poser des questions. Parce qu'on peut souvent avoir une confusion entre est-ce que si ma femme, ou ma partenaire ne me désire plus, est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime moins? Est-ce que ça veut dire que voilà, tout l'amour, finalement, est tourné vers les enfants et plus du tout pour moi? Et moi, je dis toujours, on a notre corps, notre cœur, mais qui peut grossir. Et donc, il y a toujours de la place pour mettre une personne en plus. Mais c'est vrai qu'au niveau de la femme, elle doit au départ penser beaucoup à ses besoins vitaux. Et ses besoins vitaux, c'est quoi? C'est manger, c'est pouvoir dormir, c'est apporter aussi les besoins primaires que besoin son enfant. Et donc ça fait un peu beaucoup sur les épaules de beaucoup de femmes. Et du coup, les hommes sont malheureusement souvent un petit peu mis de côté et ils doivent faire preuve de patience, exactement comme vous le faites. C'est vrai que moi, ce que je me suis toujours dit, c'est qu'elle était fatiguée avec les enfants, la grossesse. C'est pour ça que je comprenais un petit peu de mon côté. L'attachement primaire à l'enfant, parce que l'enfant a tellement besoin de la mère à ce moment-là. Et ça commence à se diffuser, cette idée, effectivement. Laetitia, je crois que vous, de votre côté, vous vous inquiétez d'être moins sollicitée par Alexandre. Oui, parce que bizarrement... moi, je refusais, mais au bout d'un moment, quand lui, il venait plus vers moi, alors moi qui, il m'aime plus, et c'est là aussi que j'ai commencé à douter de mon corps, quoi. Je me suis dit, je suis horrible. Alexandre Rubin, quand on entend le témoignage d'Alexandre et Laetitia, on a l'impression qu'ils sont comme dans une sorte d'engrenage, quoi. Ça se passe bien pendant la grossesse, après la grossesse, c'est un peu compliqué, puis voilà, un enfant, 2 enfants, le 3e. Oui. Ce qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas se faire des prophéties autoréalisatrices. Vous savez ce que c'est les prophéties? C'est quand on nous dit, on va par exemple chez le voyant et il nous dit vous allez rencontrer l'amour. Et en fait, on est tellement persuadé, si on y croit, que ça va se réaliser, qu'en fait, on se met dans de bonnes dispositions pour pouvoir rencontrer l'amour. Donc ça, c'est un effet positif. Par contre, on peut faire exactement la même chose pour soi en se projetant dans une situation qui risque d'être négative. C'est-à-dire, voilà, pour ma première, ma deuxième grossesse, ça s'est passé comme ça. Donc pour la deuxième, ça se passera comme ça et le post-grossesse se passera comme ça. Alors qu'en réalité, toutes les grossesses sont différentes et tous les post-grossesses sont différents. Et donc se dire, tiens, ça se passera peut-être pas de cette façon-là. Alors je sais que c'est pas facile, ce que je dis là. C'est déjà se donner la possibilité que justement ça se produise différemment. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a l'expérience que vous avez vue. Vous avez déjà vécu 2 fois cette situation-là. Vous avez réussi à redynamiser votre sexualité après quelques mois, donc pour votre deuxième. Et donc ces clés-là, elles sont au fond de vous et on voit, vous êtes un couple aimant qui communiquait et donc j'ai envie de dire, si ça se trouve pour le 3e, votre sexualité va reprendre beaucoup plus vite. J'espère. Alexandra Hubin, c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il faut se forcer un peu quand on est une femme et qu'on vient d'accoucher, ça fait quelques mois, qu'on n'a pas très envie? Souvent on entend ce conseil... c'est un petit peu l'appétit vient en mangeant, on entend aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc ma réponse va être pas forcément d'ailleurs toujours, mais non, c'est pas forcément. Donc c'est vrai qu'il faut quand même rester en accord avec ne pas imposer à son corps quelque chose que sa tête ne veut pas. Ça c'est très important. Mais par contre, se motiver un peu en se disant tiens, se lancer dans un moment d'intimité sans pour autant d'office visualiser une pénétration. On n'est pas obligé en fait en se câlinant au départ d'office se dire que ça va aller vers une relation sexuelle dite complète. J'aime pas ce mot-là parce que pour moi une sexualité peut être complètement complète sans qu'il y ait pénétration. Mais là, c'est la possibilité d'écouter son désir à ce moment-là. Est-ce que c'est juste se prendre dans les bras? Est-ce que c'est juste donner du plaisir à l'autre? Est-ce que c'est juste en recevoir? Ou est-ce que c'est partager un moment fusionnel lié à la pénétration? Et donc, à ce moment-là, tout est possible dès le départ et on ne se ferme pas des portes. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent et si à un moment donné, je ne lâche pas prise, ça ne va pas aller. Ou si à un moment donné, le petit loup vient ou pleure ou que sais-je. Et alors, c'est se fermer à l'éveil d'un désir sexuel qui pourrait nous pousser à avoir une relation sexuelle. À la rédaction des Maternelles, on a reçu beaucoup de messages et on a choisi celui de Marion qui nous dit nous avons un bébé d'1 mois et j'ai des douleurs au moment des rapports et surtout j'ai peur de retomber enceinte. Du coup, j'ai pas du tout envie de faire l'amour et mon mari ne comprend pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'aider?
Donc, par rapport à la douleur, oui, c'est une crainte que beaucoup de femmes ont, effectivement, surtout s'il y a une épisio ou une déchirure. Alors, ce qui est très important, c'est d'y aller très en douceur. On va vraiment conseiller de très longs préliminaires pour créer une détente. Alors après, il y a deux types de douleurs. Il y a des douleurs qui peuvent être plus liées, par exemple, aux brûlures. Hein, donc, les femmes expriment, voilà, ça me brûle, c'est un peu comme du papier de verre. À ce moment-là, c'est plus que probablement un manque de lubrification. Qu'est-ce que c'est la lubrification vaginale? C'est la réaction physiologique d'un désir sexuel. Et donc, ça veut dire que c'est parce qu'on est désirante, qu'on a un désir sexuel, parce qu'on est concentré sur les différents stimuli sexuels qui sont face à nous, que notre corps va réagir. Il y a une réponse de notre corps qui va lubrifier, qui va permettre que les mouvements de va-et-vient glissent et donc de ne pas avoir cette sensation d'irritation ou de brûlure. À ce moment-là, on peut les inviter, pourquoi pas utiliser, intégrer du lubrifiant dans leur relation sexuelle. Parallèlement à ça, il y a des femmes qui décrivent plutôt une sensation de déchirure, en fait. Et là, c'est plus que probablement parce qu'elles sont trop contractées, donc elles ne sont pas assez dans la détente, ou même qu'elles projettent une douleur qui pourrait peut-être survenir lors du rapport. Et donc, cette contraction, là aussi, proposer des préliminaires un petit peu plus longs va permettre de se détendre davantage. Si la douleur persiste, il vaut mieux vraiment prendre un petit peu le temps avant d'aller vers ça. Parce que à chaque fois qu'on a une douleur, c'est un peu comme créer... Alors, le mot est fort, mais c'est un peu comme créer des micro-traumatismes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est se faire violence. Parce qu'on appréhende à chaque fois le nouveau rapport. Exactement. Donc, et alors, on peut très vite rentrer dans ce cercle vicieux où finalement, on a chaque fois peur d'avoir mal parce qu'on a eu mal la dernière fois. Donc, il faut vraiment prendre le temps de ne pas avoir mal. Et pour l'autre partie de la question de Marion, qui était, me semble-t-il, sur les contraceptions, c'est vrai que peur de tomber enceinte, c'est vrai que on a pu remarquer que c'est beaucoup plus facile de se laisser aller et d'être à l'écoute de son désir quand il n'y a pas cette crainte de ravoir un bébé. Les études aussi nous ont montré que c'est important de ne pas prendre n'importe quel moyen de contraception. À l'heure actuelle, on a le choix en tant que femme, et donc choisir un moyen de contraception qui nous correspond le plus va permettre aussi plus de désir. Je prends par exemple l'exemple de la pilule. Si quand on est jeune maman, on est complètement débordé et on l'oublie une fois sur deux, alors à ce moment-là, la crainte de tomber enceinte va rester, alors qu'en réalité, on prend un moyen de contraception, mais on le prend mal. Donc il faut vraiment aller chez son gynéco en disant, tiens, avec mon mode de vie actuel ou mes distractions, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme moyen de contraception? Émilie, bonjour, vous venez des Yvelines, vous êtes la maman de Gabriel qui a 3 ans et demi et vous êtes en couple avec Guillaume. Avant la naissance de Gabriel, vous aviez une sexualité plutôt très épanouie. Et puis la grossesse, une première grossesse est arrivée par surprise, c'est ce que vous nous avez dit. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Déstabilisante, positive, négative? Déstabilisée. Beaucoup déstabilisée, parce que jeune couple, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, donc beaucoup de questions. Alors jusqu'à y compris, vous demandez si vous alliez le garder, pas le garder? Oui. C'est allé jusque-là? Ah oui, on s'est vraiment posé la question, oui. Alors vous avez gardé, Gabriel est arrivé, mais Gabriel a eu des problèmes de santé au moment de sa naissance. Bien sûr, ça vous a énormément préoccupé et son papa aussi, on l'imagine. Ça a été marquant et difficile, cette histoire-là, pour vous retrouver dans votre couple? Oui, parce que longtemps après la naissance de Gabriel, quelques semaines après la naissance de Gabriel, je le portais 24 heures sur 24 en écharpe de portage. Donc j'étais maman 24 heures sur 24. Avec un petit garçon qui ne supportait pas la position de coucher. Donc vous avez été très présente. Ça a duré combien de temps pour qu'on se rende bien compte? Ça a duré entre 4 à 6 semaines après la naissance de Gabriel, jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il avait. Et après, ça allait beaucoup mieux. Donc, vous avez quand même pas mal culpabilisé de cette histoire-là. Vous pensez que c'est intervenu sur votre libido, et de quelle manière? Je pense que quand on est une maman qui culpabilise de l'état de santé de son enfant, on se pose énormément de questions, de savoir est-ce que c'est notre faute, qu'est-ce que j'ai mal fait. Vous en parliez avec votre compagnon justement, parce que lui sans doute devait vous solliciter, ou lui aussi il était dans cet état d'esprit? On était vraiment préoccupés par l'état de santé tous les deux. Oui, parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait.
on entendait de tout et de rien par les médecins. Qu'au bout d'un moment, on se posait vraiment la question de ce qu'avait notre petit garçon, pourquoi il pleurait autant. Et ça a été un élément extrêmement déterminant. Aujourd'hui, avec votre conjoint, vous en êtes où, tous les deux? Ça va. Vous avez réussi à renouer? Oui, on a réussi à renouer et ça va beaucoup mieux parce que maintenant on gère mieux les allergies. Gabriel, qui est allergique, il est polyallergique. On gère mieux son état de santé, donc maintenant ça va mieux. Comment vous vous êtes retrouvés d'un point de vue couple? C'est lui qui vous a titillé, un petit peu tous les deux, déjà en sortant en couple. En prenant une babysitter ou en demandant aux grands-parents de garder Gabriel, pour qu'on se retrouve en couple, tous les deux, tête à tête, en amoureux. Sans l'enfant. Voilà. Et pour autant, vous vous posez des questions. Oui. Vous êtes préoccupée. Donc, quelles sont les questions? Profitez-en, Alexandra est là. C'est surtout, à la maternité, je trouve qu'on ne parle pas trop de l'épisiotomie ou de la déchirure. Après la naissance, ça peut être traumatisant pour une première grossesse ou pour autre. Comment faire pour ne pas avoir peur que la déchirure s'ouvre ou que l'épisiotomie s'ouvre? Et ça, c'est vraiment... Et puis, je trouve que c'est aussi d'autant plus compliqué parce que je suis moi-même maman et donc j'ai vraiment vécu le discours des gynécologues qui sont venus pour en parler. C'est vrai qu'en fait, ils donnent comme délai au niveau physiologique, c'est-à-dire le moment à partir duquel, physiologiquement, on va pouvoir avoir une relation sexuelle. Et on n'insiste pas du tout assez sur le fait que il y a effectivement, il faut que le corps se remette, mais il y a aussi notre psychique. Et là, vous expliquez, votre corps ne vous appartenait plus puisque vous aviez tout le temps votre bébé sur vous, votre esprit non plus parce que, évidemment, vous vous inquiétez énormément, alors qu'un désir sexuel, c'est déjà être à l'écoute de son corps et en ouverture par rapport aux différents stimuli sexuels. Et donc là, vous étiez dans une situation où malheureusement, c'était très compliqué de pouvoir désirer à ce moment-là. Et l'initiative de dire, tiens, on va repasser des petits moments à deux, sortir, voilà, c'est justement reprendre possession de soi, de son couple et de réinventer un petit peu des moments à deux, se rendre plus disponibles l'un pour l'autre. Mais cette histoire d'épisio, de déchirure, c'est quand même quelque chose, une entrave physique, qui est une vraie gêne pour le coup. Tout à fait, oui, exactement. Et donc, c'est très important de suivre les recommandations du gynécologue pour que physiquement on soit prêt. Après, certaines femmes maintiennent certaines douleurs parce qu'il y a une mauvaise cicatrisation, par exemple. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous conseillez de quoi? D'apprendre à se regarder en tant que femme, parce qu'on n'ose pas aller voir ça. On a l'impression que c'est moche. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Mimi. Oui, c'est pas quelque chose de très beau. Enfin, une déchirure. Moi, je suis dans le paramédical, donc c'est pas beau. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous pouvez conseiller aux femmes justement pour se réapproprier un corps qui a été blessé. Exactement, mais ça peut être regardé. La césarienne aussi, oui, tout à fait, exactement, que ce soit un cas ou l'autre. Très présente, quoi. Exactement. Mais oui, pourquoi pas regarder avec un miroir? Pourquoi pas non plus, mais que ce soit dans le bain, sous la douche ou sous son lit, se caresser simplement, pas spécialement avec la motivation de se donner un plaisir sexuel, mais chouchouter cette zone, la faire revivre autrement. Et si les douleurs persistent, il ne faut pas hésiter à en parler à son gynécologue, qui lui va pouvoir avoir un regard médical, expliquer, oui, effectivement, je vois par exemple que la cicatrice n'est pas très bonne et tout ça. Certains gynécologues vont même parfois devoir proposer une nouvelle intervention ou d'aller assouplir la zone chez un kiné. Donc il existe des possibilités, mais c'est vrai que la première démarche, je pense, avant de trop vite tomber dans la médicalisation, c'est simplement se réapproprier ce corps, que ce soit à travers le regard ou à travers le toucher. Émilie, il y a quelque chose qui nous avait frappé toutes les deux avec Sidonie sur ce que vous nous disiez, ce que vous avez dit à Julie. C'est-à-dire aujourd'hui vous êêtes à la maison, vous êtes maman à 200%, ce que vous nous avez dit, et vous avez le sentiment, c'est très compliqué pour Sidonie et moi de voir ça, parce que vous êtes magnifiques, tous là présents. Vous avez le sentiment d'être un peu moins femme, de vous laisser. C'est quoi ce qu'il y a derrière? C'est le fait d'être maman tout le temps à la maison. C'est un choix personnel. Attention, c'est pas. Ouais. Mais vous avez dit une expression forte qui est de se laisser aller. Oui, pendant les premières semaines, bien sûr, après la naissance de Gabriel, mon fils me prenait tout mon temps. Donc j'étais plus maman et beaucoup moins femme.
Ouais. C'est ce que je disais à Julie, je mettais mon pantalon de jogging à la maison parce que je m'occupais de Gabriel tout le temps, et c'est vrai que c'est compliqué. Ça fait cool. Est-ce qu'Alexandra Hubin, il faut se sentir sexy soi? Est-ce que c'est propre au plaisir et au désir féminin de se sentir sexy pour avoir envie de faire l'amour? Oui, c'est vraiment quelque chose qui est important. Beaucoup de femmes le disent, bah, tiens, si je suis avec mon training, les cheveux pas faits et tout ça, bah, j'aurai nettement moins l'élan pour aller vers mon partenaire. Alors notre homme peut nous dire, mais non, mais t'es très bien. Oui, voilà, c'est ça, mais on ne le croira pas parce que nous-mêmes, on n'y croit pas. Ouais. Enfin, donc voilà. Alors c'est vrai que même si les femmes qui travaillent en dehors de la maison ont d'autres choses à gérer, comme par exemple leur horaire, la fatigue du boulot et tout, bah, rester à la maison, c'est une autre fatigue, c'est un autre boulot qui n'est pas du tout négligeable. C'est même peut-être même encore plus compliqué que d'être à l'extérieur, mais par rapport à sa féminité, c'est plus compliqué aussi. Parce qu'en fait, quand on sort et qu'on retourne au boulot, il n'y a rien à faire, on est presque obligé de nouveau s'apprêter. Et on a plein d'occasions où on peut se retrouver femme, tandis que quand on est à la maison, ben, on est avant tout nous ramène à notre rôle de maman. Et les hommes, ils attendent quoi? Ils ont besoin de quoi pour qu'on leur plaise? Non mais, dire être mal coiffé en jogging, c'est sexy pour eux? Ou parce qu'on se pose la question, ou il faut forcément être en petite tenue, en dentelle? On y va, on pose toutes les questions. Hein. Oui, c'est ça, les hommes. Alexandre? C'est vrai que c'est plus plaisant une femme à prêter, mais c'est aussi l'amour, ça y fait pour moi. C'est important. Ça veut dire quoi? Voilà, même ma femme en jogging, eh ben, moi, elle me plaît comme ça. Ça va jusque-là. Voilà. Mais là, c'est plus de l'amour. C'est grand amour. Est-ce que les hommes ont besoin de se sentir sexy, eux aussi, quand ils font l'amour? Moins fort que chez nous? Je pense que c'est moins fort chez eux, que nous, on a un désir qui est beaucoup plus en regard. Et vous savez, tout nous conduit à ça. Par exemple, quand on regarde des magazines pour hommes, il y a quoi dedans? Il y a des femmes. Et quand on regarde des magazines pour femmes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des femmes. Il y a des femmes. Exactement. Il n'y a pas d'hommes. Et donc, tout est beaucoup plus tourné vers la plastique féminine que la plastique masculine. Alors qu'on aime bien avoir des hommes. Je pense que c'est pour les hommes et les femmes. En slip ou nus dans les magazines. Les calendriers des pompiers, tout ça. Oui, pour trouver l'inspiration. Avec ou sans uniforme. Voilà. Aujourd'hui, pour être épanoui sexuellement, il existerait tout un tas de solutions. Si, la sexualité n'échappe plus à l'une des grandes injonctions de notre société, la quête de performance. Alors, comment devenir un champion au lit? Rien que ça, la réponse en images avec cette enquête de Laure Desramé. Comment atteindre le nirvana? En matière de sexualité, comme dans bien d'autres domaines, il faut savoir de quoi on parle. Ça tombe bien, depuis quelques années, les guides sur le sujet se multiplient. La théorie, c'est bien, mais concrètement, peut-on vraiment booster ses performances? Pour le savoir, direction une boutique de sextoys du centre de Paris. Alors vous allez avoir les boules de geisha qui vont vous permettre de pouvoir retravailler et remuscler votre périnée. D'accord. Plus vous allez porter une boule de geisha qui sera lourde, plus votre périnée va forcer, donc se contracter, et plus vous allez mieux ressentir un rapport sexuel. Ce qu'on peut vous proposer éventuellement, c'est le cock ring, qui est un anneau vibrant qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser avec votre partenaire. Et il va le placer à la base de son pénis. Ça va permettre de retarder l'éjaculation. Puisque ça va faire un effet compression. Et cette partie-là va vibrer au moment du rapport sexuel contre le clitoris. Mais il n'y a pas que les sextoys dans la vie. Pour booster ses performances sexuelles, on peut aussi faire le marché. Si. Je voudrais du gingembre, s'il vous plaît. En effet, dans les médias, bon nombre d'articles vantent les produits de certains aliments. C'est vraiment sérieux tout ça? On a rempli notre panier et on est allé poser la question à une pro. Alors, ça m'a l'air bien plein. Qu'est-ce que nous avons? Du chocolat. Alors, encore une excuse pour essayer de manger du chocolat. Pour le plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, pour la vie sexuelle, pas directement. Le gingembre, eh bien non. Le gingembre n'est pas un aphrodisiaque. Non, il n'y a rien de prouvé. Tant pis. Le reste. L'ail. C'est une bonne idée? Je suis pas sûre. Hein. Aucun aliment n'agit directement sur la sexualité. Ah, non, c'est pas parce que vous me faites un repas avec plein d'aliments aphrodisiaques que vous allez passer une nuit d'enfer. Heureusement, il y a une dernière solution. La gym sexuelle. Catherine Solano est médecin sexologue. Elle a accepté de nous montrer quelques exercices. Quand on a un périnée bien musclé, l'orgasme vient beaucoup plus vite pour un niveau d'excitation moins haut. Alors donc, je fais comme si c'était ma main pour vous montrer. Donc, vous serrez et puis vous serrez pendant 5 secondes.
Et ensuite, vous détendez. Oui. Et détendre, ça ne veut pas dire pousser en sens inverse, ça veut juste dire arrêter de contracter. D'accord. Et en tout, il faut avoir fait une 60aine de contractions dans la journée. Un exercice à faire où on veut, dans la voiture ou au bureau, mais la gym sexuelle se pratique aussi pendant l'acte lui-même. Quand vous êtes debout, vous allez mettre vos mains sur vos hanches comme ça, et vous vous cambrez, voilà, et vous ramenez votre bassin vers l'avant. Très très bien, encore, voilà, encore, très bien. Voilà, ça, il n'y a pas besoin de le faire forcément très longtemps. Vous le faites pour sentir que l'exercice est un petit peu plus naturel. Et quand vous essayez pendant les rapports sexuels, une fois que vous avez compris, c'est intégré. Il n'y a pas besoin de le refaire toute la vie. Par contre, c'est pas du tout de la musculation. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, exactement. Du coup, avec tout ça, donc périnée plus bassin, normalement, j'augmente mes performances sexuelles, c'est sûr. Eh ben, disons que moi, j'aime pas beaucoup le mot performance sexuelle parce que le but, c'est pas du tout d'avoir le plus de performance sexuelle possible, c'est d'avoir du plaisir ensemble. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir plus de plaisir avec ces exercices. Bon, ça me parle. Surtout si vous avez le bon partenaire. On va demander à Laure Desramé si elle a des nuits d'enfer maintenant après avoir fait le plein de tous ces bons conseils. Alexandra, la gym sexuelle, cette alimentation un peu particulière, les boules de geisha, tout ça, ça peut aider la sexualité après un accouchement? Alors c'est vrai qu'évidemment, après avoir accouché, notre périnée il est un petit peu fragilisé, pour pas dire carrément, et donc c'est très important de pouvoir le remuscler. Je pense que l'idéal, c'est quand même d'aller chez un kiné pour faire vraiment du postnatal et avoir un périnée qui soit de nouveau top. Maintenant, les conseils que donnait Catherine Solano sont effectivement de très très bons conseils. Donc on peut, une fois qu'on a déjà fait tout ce travail de rééducation, stimuler, aller appeler le plaisir sexuel simplement en contractant à chaque fois qu'on avance le bassin vers l'arrière, puisque pour accompagner les mouvements de va-et-vient de son partenaire, on peut également nous aussi basculer le bassin. Et donc tout ça, c'est des petites techniques de sexologue qui permettent effectivement de faire un petit peu monter le plaisir sexuel. Ça aide. Ça aide. Bonjour David, vous venez de Charente-Maritime et vous êtes en couple avec Aloïsia. Vous êtes les parents d'une petite Toscane qui a 5 ans et demi aujourd'hui et vous essayez actuellement d'avoir un second enfant. Après la naissance de Toscane, comment s'est passée la reprise de votre vie sexuelle à tous les deux? Moi, le souvenir que j'en ai, c'est que ça s'est très bien passé. Ouais. Et quand je pose la question à mon épouse, par contre, elle me dit que j'ai été chiant. Donc, c'est bien passé pour vous, en fait. Oui, ça s'est bien passé pour moi. Elle me dit que ça s'est bien passé, mais quand même que j'ai été chiant. Donc, quand j'entends Alexandre tout à l'heure parler, je me dis que résolument, je suis pas patient, quoi. C'est cette patience dont lui, il a su faire preuve. Moi, c'est quoi être chiant? Comment vous étiez chiant? Comment? C'est-à-dire pressant, quoi. C'est hyper demandeur. patient. C'est-à-dire que si on me parle d'une contrainte physiologique, tiens, pendant 15 jours, inconsciemment, ça y est, la croix est mise sur le calendrier dans la tête. Et j'ai lancé le compte à rebours. Le compte à rebours est déjà lancé, quoi. Et votre compagne, elle disait quoi? Alors, vous l'appréciez un peu comme ça? Elle réagissait comment? En discutant, ça a suscité des discussions du coup et on s'est bien rendu compte des que tensions, point de vue, puis des discussions, tension, discussion égale tension égale rediscussion et puis après câlin. Ça a été quand même très vite. C'est comment dire et heureusement parce que sans quoi je pense qu'effectivement moi j'aurais été frustré encore plus et c'est vrai qu'il y a ce côté. Ça titille quoi. C'est au niveau de la libido masculine, donc c'est vrai qu'il y a la fatigue, il y a il y a aussi l'enfant, donc il y a aussi ça se détourne également. Mais l'homme, il a pas le côté où ça y est, moi j'ai pas été enceinte, je repars au boulot assez rapidement, je reprends la vie. Et votre corps n'a pas changé? Non, je sais pas, oui, peut-être que vous avez pris 1 ou 2 kilos. Non, après, mais c'est autre chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se passe bien? Oui, très bien. Ça se passe super bien, mais vous avez quand même des questions, David, parce que votre... la question que j'ai aujourd'hui, c'est effectivement de se projeter sur le second enfant plusieurs années après. Donc ça, d'ailleurs, c'est un scoop. Il y en a qui vont l'apprendre. Bon, c'est plus un scoop. Mais c'est le fait de savoir... Est-ce que cette transition-là de 1 à 2 sur la libido de l'un et de l'autre, est-ce que c'est un virage qui va être différent, plus difficile à négocier ou pas? Et si tel est le cas, en fait, comment je fais pour avoir mon diplôme ce coup-ci et te dire qu'est-ce que t'as été très bien, pas du tout pénible, bravo, c'est bien de vouloir s'améliorer, David.
Et comment dire, voilà, parce que pour moi, je pense que comment je vais gérer la croix sur le calendrier. Alors déjà, moi, je ne vous donnerais pas un si mauvais bulletin que ça. Ouais. Parce que le fait d'aller titiller sa partenaire, c'est vrai que c'est important. Hein, là, tout à l'heure, Laetitia, vous disiez justement à quel point c'était un petit peu perturbant pour vous quand il venait pas vous titiller. Et donc, là, voilà, c'est un peu, on n'est jamais contente, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Il y a un peu de ça aussi, donc c'est important de nous montrer qu'on est désirable et tout ça. Alors, le fait de sentir cet élan et cette envie d'aller susciter le désir chez sa partenaire, c'est naturel aussi parce que c'est un peu comme quand on fait régime. C'est le moment où on passe le plus devant le frigo et on pense le plus à avoir faim. Et donc en fait, pour un homme, c'est un moment où il a très envie sexuellement et la femme qui n'en a pas envie. Et au contraire, une femme pourrait interpréter chaque élan comme il ne pense qu'à ça. Et du coup, se fermer un petit peu plus ou cataloguer son homme de chiant. Mais par contre, c'est nécessaire, quelque part. Et on sait d'ailleurs que dans beaucoup de couples, la reprise de la vie sexuelle a été faite sous l'initiative de l'homme. Les études nous le montrent. Justement, pour répondre à cette crainte d'Alexandre aussi et de David, de cette reprise de sexualité après l'accouchement, est-ce que ça peut se prévoir, s'anticiper, se préparer avant la grossesse, pendant la grossesse? Oui. Je pense que ce qui est très très important, c'est de rester câlin tout du long, même durant la grossesse, après, dès le départ, pour vraiment garder ce contact très, très tactile. Assez rapidement aussi, si on sait, avoir la possibilité de faire des activités à l'extérieur de la maison, parce que c'est se sortir un petit peu du cadre. C'est aussi une occasion pour la femme de dire, tiens, comme on va au resto, je prends le temps de me faire peut-être un peu les cheveux, de m'habiller différemment, de se sentir un petit peu plus femme, d'être pas face à toutes les choses qu'il faut faire, les biberons, stériliser les biberons, des choses comme ça. Donc avoir l'esprit beaucoup plus libre. Ce qu'on va conseiller souvent, c'est des activités ludiques et dynamiques, en fait. C'est quoi ça? Alors, ludique, c'est parce que, justement, si on fait une activité qui est plaisante, qui est amusante, si on va voir un spectacle, par exemple, un spectacle d'humour, il n'y a rien à faire. Ça donne une teinte beaucoup plus positive et on ne parle pas de toute l'organisation, de tout ce qui est compliqué à gérer pour le moment et tout ça. On est dans un esprit beaucoup plus léger. Et dynamique, pourquoi? C'est à cause des fameux coups de pompe. Il n'y a rien à faire. Au début, avec l'arrivée de l'enfant, on est crevé complètement. C'est le pire ennemi, la fatigue. C'est l'un des pires ennemis. Exactement. Et du coup, on a envie plutôt de se câliner, et d'être tranquille. Et voilà. Et donc, susciter un désir sexuel chez une femme qui est justement crevée, ça va être beaucoup plus compliqué que si elle est en mouvement. Alors en même temps, Alexandra et David aussi, nous avons quand même eu un homme qui s'appelle Jonathan, je pense qu'il y en a eu plusieurs même, alors qui lui nous dit « Ma femme a retrouvé du désir, mais c'est moi qui n'en ai plus. Je la repousse gentiment en disant que j'ai peur de lui faire mal ou de réveiller la petite, mais en réalité, je n'ai plus de désir depuis que j'ai assisté à l'accouchement. Comment faire pour réveiller ma libido ?» Ça, j'imagine, ça doit être assez désespérant, et d'ailleurs peut-être pour sa compagne aussi. Oui, et c'est bien qu'il ait osé poser la question parce que je vais dire que c'est encore plus tabou en fait pour un homme d'avouer qu'il a une baisse de libido durant ces moments-là, et pourtant c'est quelque chose que l'on observe. Il y a d'ailleurs eu une étude en Belgique qui a été réalisée dans une clinique universitaire et qui a pu montrer que les hommes qui assistaient à l'accouchement et qui regardaient l'accouchement avaient plus de difficultés à faire remonter leur désir sexuel. En étant mal placé, j'imagine, en regardant l'accouchement exactement. en face. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Comment faire pour retrouver une image de femme qui vous fait fantasmer? Exactement. Mais c'est travailler sur les fantasmes, exactement, pour reprendre le mot que vous utilisez. Donc c'est pouvoir réérotiser le corps de sa femme. Il peut très bien repenser à des relations sexuelles avant la grossesse et se focaliser sur des parties de son corps qu'il aime bien. Donc même si il y a certaines images peut-être qui l'ont complètement troublé, il y a d'autres parties du corps de sa partenaire évidemment qui l'attirent, et de se dire si tout d'un coup je ressens que c'est plutôt des émotions négatives ou des images négatives qui me reviennent, je visualise un panneau stop dans ma tête et puis hop, je me refocalise sur une partie du corps qui au contraire va m'exciter. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous. Vous avez vu, les spécialistes des maternelles sont là pour vous aider, et nos journalistes sont là pour vous écouter et vous accompagner aussi. D'ailleurs, on aimerait réunir des femmes dont l'accouchement a été déclenché. Pour quelles raisons? Comment vous l'avez vécu? Quels sont les souvenirs que vous en avez? Vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées. C'est Julie qui attend.
vos messages. Et un autre sujet à venir, mère à plus de 45 ans, mais pour la première fois, si vous avez eu votre premier enfant à plus de 45 ans, on a envie de partager cette histoire avec vous, comment vous avez vécu votre grossesse et les premiers mois et cette fameuse fatigue, comment ça fonctionne dans votre couple. N'hésitez pas, on vous attend. Sur le mail des maternelles qui s'affiche en bas de l'écran, sur notre site internet Les Maternelles, rubrique appel à témoins. Et puis on remercie beaucoup Julie Bouffaïd-Fatigon d'avoir préparé ce forum sexo. Et tout de suite, c'est le livre matinal de Nathalie. Et c'est un livre qui a reçu la pépite France Télévisions. C'est un livre plein d'humour de Jean-Luc Fromental. En fait, il s'appelle Fromental, mais il ne faut pas le dire. Et Joël Josse-Livet, parce qu'ils ont écrit un livre qui s'appelle Au secours. C'est sorti chez Helium. C'est assez hilarant. C'est totalement gratuit à lire avec les enfants, puisque vous l'avez compris, nous sommes dans le village d'Ostendre. Dans Ostendre, il n'y a que des squelettes, bien sûr, qui vivent à Ostende. Et là, il se passe une histoire absolument incroyable. Figurez-vous qu'il y a une sorte de bête comme ça qui passe devant la blanchisseuse et qui lui arrache un os. Et alors tout de suite, c'est la panique à Ostende, parce qu'on commence à raconter, on parle de personnages, de dragons absolument terrifiants, et ça n'est pas fini. Donc on demande à Sherlock, bien sûr, d'enquêter à Ostende. Et ça continue. On va le boucher Osbif, bien sûr, qui lui aussi va perdre un péroné. Vous en profitez pour faire un peu d'anatomie. Hop, parenthèse refermée. Et pas un périnée. Ensuite, on va chez l'ostéopathe. L'ostéopathe, là aussi, il y a une demande qui passe. L'ostéopathe qui lui aussi perd plusieurs os dans cette histoire. Enfin bref. Et alors Sherlock, il enquête, c'est la panique. Mais que fait Sherlock? La ville entière est complètement décimée, ils perdent tous des os, mais il est malin, Sherlock, parce qu'il a bien fait le compte. Il y a 212 os qui ont été piqués. Il en reste un. Puis alors c'est un tout petit bout d'os, vous voyez, là au bout du pied. Alors il organise un petit piège et d'un seul coup, Sherlock a découvert qu'il s'agissait d'un chien. Et derrière ce chien, il y a qui? Le docteur Watsos. Parce que le docteur Watsos, eh oui, le copain de Sherlock, il avait perdu tous ses os. Et donc, il a récupéré des os un peu à droite, à gauche. Au secours! Voilà. Au secours! Merci Nathalie. On se retrouve demain. Non, pas du tout, lundi. On va parler des différentes positions pour accoucher. Belle journée, vous avez cru qu'on parlait d'autre chose. Sur France 5, rendez-vous à 11h45 avec les amis de la quotidienne. Est-ce qu'ils sont plus sages? C'est pas sûr. Allez, salut à tous.